Imagine un cercueil royal qui éclate dans la nuit, répandant des fluides putrides sur le sol d'une chapelle silencieuse, pendant que des chiens errants lèchent les restes d'un homme qui fut autrefois le roi le plus puissant d'Europe. Cette image cauchemardesque n'est pas une légende inventée pour faire peur aux enfants, c'est peut-être ce qui est réellement arrivé au corps d'Henri VIII d'Angleterre. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment un géant de l'histoire s'est transformé en quelque chose d'absolument monstrueux. Pour comprendre l'horreur de sa mort, il faut d'abord saisir à quel point Henri VIII était devenu un homme brisé bien avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Dans les dernières années de sa vie, ce roi qui avait été un athlète magnifique, un danseur élégant, un joueur de tennis redoutable, s'était transformé en quelque chose qui ressemblait davantage à un monstre qu'à un être humain. Son corps massif pesait plus de 150 kg, peut-être même 170 selon certaines estimations. Et cette masse énorme était soutenue par des jambes qui ne fonctionnaient presque plus, rongées par des ulcères purulents qui ne guérissaient jamais et qui dégageaient une odeur tellement infecte que ses courtisans devaient se parfumer lourdement avant d'entrer dans ses appartements. Ces plaies aux jambes n'étaient pas de simples blessures superficielles. Elles étaient profondes, suppurantes, constamment infectées, et les médecins de l'époque essayaient désespérément de les drainer en insérant des tubes d'or dans la chair pourrie pour permettre au pus de s'écouler, mais rien n'y faisait vraiment. L'infection était devenue chronique, systémique, et elle empoisonnait littéralement son sang jour après jour, provoquant des fièvres récurrentes, des douleurs atroces et probablement une septicémie à bas bruit qui minait son organisme de l'intérieur. Henri devait être transporté dans des chaises spéciales ou hissé d'un étage à l'autre à l'aide de machines complexes parce que marcher était devenu une torture insupportable et chaque mouvement ravivait l'agonie de ses jambes gangrenées qui refusaient obstinément de cicatriser. Mais ce n'était pas tout, car son ventre était devenu tellement gonflé et distendu que certains historiens pensent aujourd'hui qu'il souffrait peut-être d'une insuffisance cardiaque congestive, ce qui expliquerait l'accumulation massive de fluide dans son abdomen et ses membres inférieurs, créant une pression insoutenable sur ses organes internes déjà mis à rude épreuve par des décennies d'excès gastronomiques spectaculaires. Henri mangeait comme un ogre, engloutissant des quantités hallucinantes de viande rouge, de pâtisseries sucrées, de vins épicés, et son régime alimentaire était si excessif que son système digestif ne pouvait plus suivre le rythme, provoquant des indigestions permanentes, des constipations douloureuses, et probablement des reflux acides qui brûlaient son œsophage nuit et jour. Son caractère était devenu tout aussi monstrueux que son corps, passant de la jovialité à la rage meurtrière en quelques secondes, ordonnant des exécutions sur un coup de tête, terrorisant ses conseillers qui marchaient sur des œufs en permanence, craignant qu'un mot maladroit ne les envoie directement à la Tour de Londres et ensuite à l'échafaud. Henri avait fait décapiter 2 de ses 6 épouses, Anne Boleyn et Catherine Howard, et il avait envoyé à la mort des dizaines de nobles, de conseillers de religieux qui avaient eu le malheur de lui déplaire, ou simplement de se trouver sur son chemin au mauvais moment. Sa paranoïa grandissait avec son poids, et il voyait des complots partout, des trahisons imaginaires, des ennemis invisibles qui complotaient dans l'ombre pour lui voler sa couronne ou empoisonner sa nourriture. Dans les derniers mois de sa vie, Henri était confiné dans ses appartements royaux, incapable de se déplacer sans aide, entouré de médecins impuissants, qui appliquaient des cataplasmes inutiles et prescrivaient des purges violentes qui ne faisaient qu'affaiblir davantage son corps épuisé. La puanteur qui émanait de lui était telle que même ses serviteurs les plus dévoués hésitaient à s'approcher. Et les chroniqueurs de l'époque mentionnent discrètement mais clairement que l'odeur du roi était devenue insupportable, mélange nauséabond de chair morte de puces, de transpiration rance et de décomposition prématurée qui annonçait déjà ce qui allait suivre. Henri savait qu'il était en train de mourir.
Il le sentait dans chaque fibre de son corps ravagé, et pourtant, il refusait d'accepter cette réalité, s'accrochant désespérément au pouvoir, signant encore des ordres d'exécution, planifiant encore des guerres qu'il ne verrait jamais, comme si sa volonté titanesque pouvait repousser indéfiniment l'inévitable. Le 28 janvier 1547, après des jours d'agonie où il délirait par moments, appelant des fantômes du passé, Henri VIII finit par s'éteindre dans son palais de Whitehall, et à l'instant où son cœur cessa de battre, quelque chose de terrifiant commença vraiment. Parce que son corps n'allait pas simplement mourir tranquillement comme celui d'un homme ordinaire. Les médecins et les embaumeurs royaux furent immédiatement convoqués pour procéder aux rituels funéraires habituels, mais ils allaient rapidement découvrir que rien ne serait habituel avec ce cadavre-là, et que la mort d'Henri VIII serait aussi horrible, aussi grotesque, aussi mémorable que sa vie l'avait été dans ces dernières années tourmentées. L'embaumement d'un roi au XVIe siècle était un processus long, complexe et absolument crucial pour préserver l'apparence et la dignité du défunt, surtout quand ce défunt était le monarque le plus puissant d'Angleterre et que son corps devait être exposé pendant des semaines avant les funérailles officielles. Les embaumeurs commençaient par extraire les organes internes, le cœur, les poumons, le foie, les intestins, tous ces tissus qui se décomposent rapidement et qui peuvent transformer un cadavre en bouillie putride en quelques jours. Seulement, surtout en hiver, où les températures ne sont pas assez froides pour ralentir significativement la putréfaction, mais pas assez chaudes non plus pour justifier une inhumation immédiate. Mais avec Henri VIII, tout alla de travers dès le début, parce que son corps était déjà dans un état de décomposition avancé avant même qu'il ne meure vraiment. Miné par les infections chroniques, la septicémie larvée, les organes défaillants qui avaient commencé à pourrir de l'intérieur, alors que son cœur battait encore. Les embaumeurs se retrouvèrent face à une tâche quasiment impossible, essayant de préserver une carcasse massive, gonflée, infectée, qui semblait résister activement à leurs efforts et qui dégageait une puanteur tellement écrasante que plusieurs d'entre eux durent quitter la pièce pour vomir ou reprendre leur souffle à l'air frais avant de pouvoir continuer leur travail macabre. Une fois les organes retirés tant bien que mal, le corps fut bourré d'herbes aromatiques, de résine, de substances censées absorber l'humidité et neutraliser les odeurs, puis enveloppé dans des linges imprégnés de cire et d'huile parfumée, et enfin placé dans un cercueil de plomb scellé hermétiquement, lui-même enfermé dans une caisse de bois massif, richement décorée aux armes royales. Le cercueil de plomb était théoriquement conçu pour contenir toute fuite, tout fluide, toute émanation, mais personne n'avait vraiment anticipé ce qui allait se passer quand on enferme hermétiquement un corps en pleine putréfaction gazeuse dans une boîte métallique sans aucune ventilation possible. Le convoi funéraire quitta Londres et entreprit le long voyage vers Windsor, où Henri devait être enterré dans la chapelle Saint-Georges aux côtés de Jane Seymour, la seule de ses épouses qu'il avait véritablement aimée et qui lui avait donné son fils tant désiré, le futur Édouard VI. Le cortège avançait lentement, solennellement, suivi par des centaines de nobles en deuil, de prêtres, psalmodiant des prières de garde en armure, portant les bannières royales, et personne ne se doutait que dans le cercueil transporté avec tant de révérence, quelque chose d'absolument horrible était en train de se produire. Car à l'intérieur du cercueil scellé, le processus de décomposition continuait inexorablement, accéléré même par l'absence totale d'oxygène qui favorisait la prolifération de bactéries anaérobies produisant des quantités massives de gaz, du méthane, du sulfure d'hydrogène, de l'ammoniac, tous ces composés volatiles qui gonflaient le cadavre comme un ballon grotesque et créaient une pression interne toujours croissante contre les parois du cercueil de plomb. Les tissus se décomposaient, se liquéfiaient partiellement, les fluides corporels se mélangeaient aux substances d'embaumement pour créer une sorte de soupe nécrotique, et les gaz continuaient à s'accumuler, cherchant désespérément une issue, poussant contre le métal, avec une force qui augmentait d'heure en heure. Et puis, une nuit,
alors que le convoi funéraire avait fait halte et que le cercueil reposait dans une chapelle ou peut-être dans une auberge, selon les versions de l'histoire, quelque chose céda. Le récit le plus terrifiant, celui qui a traversé les siècles et qui fait encore frémir aujourd'hui, raconte que le cercueil de plomb explosa littéralement sous la pression des gaz accumulés, ou du moins qu'il se fendit avec un bruit sourd et inquiétant et que des fluides putrides épais brunâtres d'une odeur absolument insoutenable se mirent à suinter à travers les fissures et à se répandre sur le sol de pierre. Ce qui se passa ensuite relève presque du cauchemar éveillé, parce que selon certaines chroniques de l'époque, des chiens errants qui rôdaient autour du bâtiment furent attirés par l'odeur de la chair en décomposition et réussirent à s'introduire dans la pièce où reposait le cercueil. Et là, dans l'obscurité de la nuit, ces animaux se mirent à lécher les fluides qui s'écoulaient du cercueil royal, léchant littéralement les restes putréfiés du roi Henri VIII, l'homme qui avait fait trembler toute l'Europe, eux qui avaient défié le pape, qui avaient décapité des reines et des ministres, qui avaient changé la religion de tout un pays sur un caprice. L'image est tellement horrible, tellement humiliante, tellement symbolique aussi, qu'on pourrait être tenté de penser qu'elle fut inventée par des ennemis d'Henri pour salir sa mémoire. Mais les sources historiques sont là, fragmentaires certes, mais persistantes et troublantes. Les serviteurs qui découvrirent la scène au petit matin furent horrifiés, bien sûr, et ils chassèrent les chiens, nettoyèrent les fluides du mieux qu'ils purent, essayèrent de colmater les fissures du cercueil avec de la cire et du plomb fondu, et le convoi reprit sa route vers Windsor dans un silence embarrassé, parce que personne n'osait vraiment parler de ce qui s'était passé. Personne ne voulait admettre que le corps du roi défunt était en train de se désintégrer de manière aussi ignoble avant même d'avoir atteint sa tombe finale. Alors, est-ce que cette histoire est vraiment vraie? Ou est-ce juste une légende macabre inventée pour choquer et horrifier les générations futures avec une version particulièrement dégradante de la mort d'un tyran détesté par beaucoup de ses contemporains? La vérité, comme souvent dans l'histoire, se situe probablement quelque part entre les deux extrêmes, dans une zone grise où les faits réels se mêlent aux embellissements et aux interprétations de ceux qui les ont rapportés des décennies plus tard. Il est absolument certain qu'Henri VIII était dans un état physique catastrophique au moment de sa mort, et les descriptions de ses ulcères aux jambes, de son obésité morbide, de son odeur pestilentielle sont confirmées par de multiples sources contemporaines, qui n'avaient aucune raison particulière d'exagérer ces détails, puisqu'ils écrivaient parfois sous le règne d'Henri lui-même ou de ses enfants immédiats. Il est également certain que l'embaumement des corps royaux était une science imparfaite au XVIe siècle et que les embaumeurs avaient souvent du mal à préserver correctement les cadavres, surtout ceux qui étaient déjà dans un état de santé déplorable avant le décès. La question du cercueil qui explose est plus controversée, mais elle n'est pas du tout impossible d'un point de vue scientifique et médico-légal, parce que les cadavres en décomposition produisent effectivement d'énormes quantités de gaz. Et si ces gaz sont enfermés dans un espace hermétique comme un cercueil de plomb scellé, la pression peut effectivement devenir suffisamment forte pour provoquer une rupture du conteneur, surtout si le scellement n'était pas parfait ou si le métal présentait des faiblesses structurelles. Il existe d'ailleurs d'autres cas documentés dans l'histoire où des cercueils scellés ont explosé ou se sont fissurés à cause de l'accumulation de gaz de décomposition. Donc, le phénomène en lui-même n'est pas une invention fantaisiste. L'histoire des chiens qui lèchent les fluides du cercueil est mentionnée dans plusieurs chroniques de l'époque Tudor, notamment dans des récits protestants qui voyaient dans cet événement une sorte de justice divine ou de punition symbolique pour un roi qui avait versé tant de sang innocent et qui avait bouleversé l'Église d'Angleterre pour satisfaire ses désirs personnels et ses ambitions politiques. Ces chroniqueurs avaient évidemment un agenda idéologique et ils étaient probablement ravis de pouvoir raconter une histoire aussi dégradante sur Henri VIII, ce qui nous oblige à prendre leur récit avec une certaine prudence et un certain scepticisme méthodologique.
Mais même si on écarte complètement l'épisode des chiens comme étant une exagération ou une invention pure et simple, le fait central demeure que le corps d'Henri VIII s'est décomposé de manière particulièrement rapide et problématique pendant le transport vers Windsor et que des fluides se sont très probablement échappés du cercueil à un moment ou un autre, créant une situation embarrassante et humiliante pour les organisateurs des funérailles royales qui essayaient désespérément de maintenir la dignité et la solennité de l'événement. Ce qui rend cette histoire si fascinante et si puissante sur le plan symbolique, c'est le contraste absolu entre l'image qu'Henri VIII voulait projeter de lui-même, celle d'un roi magnifique, viril, invincible, descendant direct de Dieu sur terre, et la réalité horrible de sa fin, celle d'un corps obèse, malade, putride, qui se décompose avant même d'être enterré et qui suinte littéralement à travers son cercueil royal, comme si la mort elle-même refusait d'accorder à Henri la dignité qu'il croyait lui être due par droit divin et par statut royal. Il y a quelque chose de profondément troublant et presque poétique dans l'idée que cet homme, qui avait exercé un pouvoir absolu sur des millions de personnes, qui avait fait exécuter quiconque osait le contrarier, qui avait brisé avec Rome et créé sa propre église, juste pour pouvoir divorcer et se remarier à sa guise, se soit retrouvé finalement réduit à un cadavre gonflé qui fuit et qui attire les chiens errants dans la nuit. C'est comme si l'univers, ou le destin, ou la simple biologie avait voulu rappeler à tout le monde qu'aucun pouvoir terrestre ne peut nous protéger de la décomposition finale, qu'aucune couronne ne peut empêcher notre chair de pourrir une fois que notre cœur a cessé de battre. Les contemporains d'Henri qui entendirent parler de l'incident, qu'il soit réel ou embelli, y virent souvent un signe, une sorte de jugement post-mortem sur la vie cruelle et sanglante du roi, et certains rappelèrent même une prophétie qu'un moine aurait faite des années plus tôt, prédisant que le sang versé par Henri serait un jour vengé et que son corps ne connaîtrait pas le repos paisible qu'il imaginait. Que cette prophétie ait vraiment existé ou qu'elle ait été inventée après coup, importe peu finalement, parce que ce qui compte, c'est l'image qui reste gravée dans nos mémoires, celle d'un tyran puissant réduit à une flaque de putréfaction sur le sol d'une chapelle anonyme. Henri VIII fut finalement enterré à Windsor dans un caveau qu'il partage avec Jane Seymour, et son corps repose là depuis presque 5 siècles maintenant, et personne ne sait vraiment dans quel état se trouve son squelette après toutes ces années, s'il est intact ou s'il s'est désintégré, si le cercueil de plomb a tenu bon ou s'il a fini par céder complètement sous le poids des siècles. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de sa mort horrible a survécu bien plus longtemps que n'importe lequel de ses accomplissements politiques ou militaires, et que quand les gens pensent à Henri VIII aujourd'hui, ils pensent non seulement à ses 6 épouses et à ses têtes coupées, mais aussi à cette image cauchemardesque d'un cercueil qui explose et d'un roi qui pourrit avant même d'atteindre sa tombe. Henri VIII voulait être immortel dans la mémoire collective, et d'une certaine manière, il a réussi, mais pas exactement comme il l'aurait souhaité. Son corps a peut-être explosé dans son cercueil, ou peut-être pas, mais son héritage est resté figé dans cette image d'un géant déchu qui se liquéfie dans la nuit. Parfois, l'histoire nous rappelle que la chair est périssable, que le pouvoir absolu ne protège de rien et que même les rois finissent en poussière ou en quelque chose de bien plus horrible encore.